Bonsoir, merci de votre fidélité à la télévision Futur Média. Avec nous ce soir, Monsieur Al-Hassan Niang. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Diop, c'est un plaisir d'être votre invité et de m'adresser donc aux téléspectateurs de la TFM. Merci de cette invitation. Merci d'être avec nous ce soir. Donc vous êtes le président de Ditel Waref, candidat à la présidentielle, et vous avez déjà déposé votre dossier. Absolument. Nous avons eu hier donc l'aboutissement d'un travail qui a démarré depuis maintenant 3 mois. Et donc à la faveur donc de ce travail, on a déposé notre dossier donc qui porte le numéro 15. Et donc voilà, nous sommes ravis donc d'en être à ce stade. En attendant de voir donc la suite de l'évolution du dossier. Pas de problème pour le parrainage, tout s'est bien passé? Ça a été difficile. Oui. Ça a été difficile parce que quand vous devez réunir un minimum de 44 000 parrains, donc c'est un travail qui n'est pas simple. Il a fallu qu'on fasse donc le tour du pays. Que ce soit donc le nord, le sud, donc le centre, aller à la rencontre des Sénégalais, leur expliquer le pourquoi de notre candidature. Et donc nous avons eu donc ce travail démarré donc voilà depuis le démarrage. Et donc nous avons eu finalement, on a réussi à avoir le nombre de parrains. Le nombre requis. Et, voilà, tout à le fait. parrainage, effectivement, c'est un vrai travail de fourmi. Votre projet social fondé sur l'humanisme, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Alors oui, effectivement, nous avons décidé de placer l'humain au centre de l'action publique. Pourquoi nous avons fait ce choix? À partir du moment où on a décidé de nous engager dans la politique, c'est un processus qui a démarré en réalité il y a 5 ans. Et nous avons lancé notre on va dire, engagement donc il y a 2 ans, donc entre les 3 ans qui nous ont permis de passer en revue l'ensemble des politiques publiques que le Sénégal a menées depuis la circulaire 32 de Mamadou Dia en 1960 jusqu'au plan Sénégal émergent. L'idée pour nous était de comprendre quelles sont les raisons qui freinent donc le développement du Sénégal, en tout cas le développement qui est escompté par les populations à juste titre. À partir donc de cette revue documentaire qui a duré 3 ans, nous nous sommes engagés finalement vers la voie qui permette de concevoir la politique au Sénégal d'une autre manière. Alors, cela a démarré par une réflexion sur les théories d'économie politique qui sont appliquées dans nos pays, mais qui sont en déphasage par rapport donc à nos réalités, mais également aux attentes donc des citoyens. Lesquelles, par exemple? Quand vous prenez par exemple toutes les théories d'économie politique, que ce soit le socialisme, le libéralisme, etc., nous nous sommes rendus compte que ce sont des théories qui ont prouvé leur importance dans sous d'autres cieux, mais on s'est rendu compte qu'en Afrique, et c'est également le cas au Sénégal, ces théories en fait ne marchent pas. Elles ne marchent pas, pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas été conçues pour des réalités telles que nous les concevons. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Et donc, en fait, en étant conscient donc, de ces limites, nous avons décidé de dire qu'au lieu de considérer des théories d'économie politique qui ont été pensées pour d'autres pays et d'autres réalités, nous allons mettre l'humain au centre des actions politiques. Faire en sorte que si on doit, par exemple, considérer par exemple le socialisme ou le libéralisme ou quelque théorie que ce soit, il faut le faire en fonction des besoins induits par justement cette centralité dont on parlait, qui est l'humanisme. Donc mettre l'humain au cœur de l'action publique et déterminer maintenant, dans le cadre des politiques publiques, si on doit mettre une dose de politique sociale ou une dose de politique libérale, cela doit se faire en fonction donc de la prise en compte donc, de cet humanisme. Et donc voilà pourquoi nous avons choisi l'humanisme comme étant, je dirais presque l'une des dernières frontières du développement humain, mais également du progrès économique et social pour notre pays. Vous vous rappelez souvent dans vos interventions la circulaire de Mamadou Dia. Est-ce que c'est une référence pour vous? C'est une excellente référence parce que je pense que je ne suis pas le seul à le dire. Nous considérons que le premier rendez-vous manqué de l'histoire de notre pays, en tout cas post-indépendance, c'est donc cette fraction et cette scission qu'il y a eu entre le président Senghor et le président Mamadou Dia. Alors pourquoi cette circulaire 32? Pourquoi est-ce que nous la citons comme référence? C'est parce que cette circulaire avait décidé de revoir donc les pratiques agricoles à l'aune donc des coopératives. Absolument. Donc il y avait une véritable réflexion autour donc des coopératives. Malheureusement, il y avait des dynamiques qui n'allaient pas dans le sens de ce que voulait faire le président Dia. Donc ces dynamiques ont eu raison finalement de ce choix qui avait été fait. Et c'est pour cette raison que nous avons pris le choix. Nous avons fait le choix, à partir du moment où on s'est engagé dans la politique, de considérer, étant donné que c'est le premier document, on va dire, de référence
qui a été produit sous, on va dire, le Sénégal indépendant. Donc, il nous semblait utile donc, de prendre en considération ce document, d'autant que c'est un document extrêmement utile. Pour en revenir à vous et à votre projet, vous le dites que vous voulez vous mettre à côté de ces théories politiques, à savoir le socialisme, le libéralisme. Vous voulez être un Emmanuel Macron du Sénégal qui va venir être le disrupteur, qui va mettre de côté le clivage gauche-droite. C'est ce que vous voulez faire au Sénégal? Non, je ne pense pas que nous ayons cette prétention donc d'être disruptif, même si nous voulons que notre approche donc le soit. L'objectif pour nous est moins de vitupérer quelques théories que ce soit, mais que de proposer des choses qui permettent, ou en tout cas des approches qui permettent d'aller à la rencontre de l'aspiration du peuple sénégalais. Donc voilà pourquoi nous avons considéré, parce que le libéralisme en réalité, si vous posez la question à ceux qui portent le libéralisme comme étant vraiment leur choix politique, etc., il va être difficile pour certains de définir en réalité. Définir même, effectivement. Exactement. Vous avez parfaitement raison, d'autant plus qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'idéologie. Exactement. Donc voilà. En politique. Absolument. Donc nous, notre approche, c'est de dire quels sont les besoins du Sénégal. Quels sont les besoins des Sénégalais sur le plan social? Les aspirations du peuple. Absolument. Il aspire à quoi, ce peuple? Mais le peuple aspire à un progrès sur le plan social et sur le plan économique. Et à partir du moment où vous mettez cette aspiration au progrès économique et social, vous déterminez maintenant les politiques publiques qui doivent en découler. Mais le faire aussi dans le cadre des réformes qui doivent, parce que quand vous voulez mettre l'humain au centre de l'action publique, cela ne va pas sans des efforts conséquents sur le plan institutionnel, sur le plan démocratique, mais également sur les réformes économiques dont le pays a besoin. Et c'est à partir de ce moment que vous allez, une fois que vous avez réussi à asseoir les différentes réformes au plan institutionnel, démocratique, mais également économique, c'est à partir de ce moment que vous allez maintenant définir l'ensemble des politiques publiques qui permettront de répondre à ces aspirations, que ce soit sur le plan social et également sur d'autres. Prenons un cas pratique. Vous, demain, président de la République, vous pensez à quelles réformes sociales, par exemple, économiques et sociales? Écoutez, les réformes dont on a besoin sont énormes. Et je prends par exemple le secteur agricole, avec ses deux sous-secteurs, que ce soit l'élevage et la pêche. Quand vous regardez l'agriculture dans son ensemble, on parle de 17% du PIB. Pour un secteur qui implique une main-d'œuvre de plus de 60% des Sénégalais. 60% je dirais des Sénégalais qui sont en âge de travailler sont impliqués dans le secteur agricole, et cela ne génère que 17% en termes de PIB. Qui ne génère pas de la richesse. Exactement. Donc voilà un élément central sur lequel nous avons réfléchi, sur lequel nous allons travailler. Également, quand vous prenez par exemple aujourd'hui la défense du Sénégal sur le plan géopolitique, vous ne pouvez pas aujourd'hui ne pas tenir compte de secteurs par exemple comme l'élevage, comme l'agriculture également, comme la pêche, si vous voulez avoir une politique qui permet d'avoir une géopolitique, vous ne pouvez pas faire l'économie de ces éléments dont j'ai parlé. D'autres éléments, l'éducation nationale aujourd'hui, la formation, on sait qu'aujourd'hui, c'est des problèmes sur lesquels on a du mal à trouver des solutions. Tout le monde se souvient que quand on était jeune, l'école publique était la référence. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc, il y a une nécessité de réinvestir ces secteurs, que ce soit l'éducation nationale, l'agriculture, mais également d'autres politiques sur lesquelles il faudrait également... Sur la géopolitique, par exemple, vous pensez qu'il y a des choses à revoir? Le Sénégal, aujourd'hui, on peut vraiment être fier de ce qui se passe dans notre pays quand on regarde le cercle de feu qui nous entoure. Oui, sur le plan sécuritaire, il est vrai que le Sénégal fait figure d'exception. Absolument. Mais quand je parlais de la défense de notre géopolitique, il faut le faire dans le cadre de la prise en compte d'un certain nombre de paramètres. Regardez par exemple, nous sommes aujourd'hui 18 millions d'habitants. Le Sénégal est projeté pour avoir une population qui sera aux alentours de 26 à 30 millions, aux alentours de 2040-2050. Alors, la géopolitique du Sénégal devrait devrait être reposée déjà sur le non-alignement de notre pays. Parce que, mais absolument. Même si nous sommes dans un espace communautaire? Non, mais l'espace communautaire, j'en reviendrai, puisque le Sénégal est un pays au sein de deux espaces. Je dirais même au sein de trois espaces. Vous avez l'espace de l'UEMOA,
vous avez l'espace de la CEDEAO et vous avez l'espace également continental, donc sous l'égide de l'Union africaine. Donc, à partir donc, de ces trois espaces, nous définissons, nous, notre frontière à la lisière donc, de l'UEMOA, mais également à la lisière de la CEDEAO. Mais quand je parle, par exemple, de la stratégie de non-alignement de notre politique, c'est dire, par exemple, que le Sénégal doit être un pays ouvert à l'ensemble donc, des partenaires qui sont en capacité de répondre donc, à ses besoins en termes de développement, de ses besoins sur le plan politique, de ses besoins sur le plan économique, de ses besoins de façon plurielle. Mais c'est le cas actuellement, le Sénégal est ami avec tout le monde, ennemi de personne. Non, je ne dis pas que le Sénégal est ami ou ennemi. Ce que je dis, c'est que ce qui doit fonder notre politique étrangère et notre géopolitique, c'est le non-alignement. C'est-à-dire que, par principe, le Sénégal n'est pour ni contre personne. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut consacrer de façon claire et précise, de manière à ce que chacun donc des partenaires qui sont susceptibles donc de venir au Sénégal et d'accompagner le Sénégal ou de travailler avec le Sénégal, puisque la coopération donc du Sénégal avec les différents pays et ses différents partenaires ne se fait pas seulement au profit du Sénégal. Elle se fait également au profit donc, de ses partenaires. Donc ce qu'il faut, c'est de fonder... Pour vous, le Sénégal doit être la Suisse de l'Afrique? Non, en fait, la Suisse est un État, on va dire, qui brille par sa neutralité. Moi, je parle ici de non-alignement. C'est-à-dire que le Sénégal doit penser par lui-même. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais il faut le faire davantage. Il faut le faire davantage. Et c'est à partir maintenant, donc, en fait, de la stratégie du non-alignement que nous allons définir notre politique des affaires étrangères, mais également nous allons définir la géopolitique dans laquelle nous devons nous fonder. Et le faire aussi, dans le cadre, donc puisque nous avons des réalités dont on doit tenir compte. C'est-à-dire, vous l'aviez dit tout à l'heure, l'UEMOA et la CEDEAO, qui sont des espaces dans lesquels donc, le Sénégal joue un rôle important. Donc cette stratégie de non-alignement, il faut que le Sénégal puisse l'incarner également dans le cadre de ses institutions. Mais justement, si on suit votre logique, le Sénégal ne devrait pas être, par exemple, favorable à une intervention militaire au Niger. J'allais vous donner cet exemple. Regardez ce qui s'est passé au Niger. Qu'est-ce qui a poussé, par exemple, le Sénégal à aller vers cette folie de vouloir intervenir au Niger? C'est une folie. Est-ce que vous croyez que c'est une stratégie qui a été définie au Sénégal? Ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour cette raison que je dis que non seulement on est dans une communauté, les décisions engagent la communauté. Oui, les décisions engagent la communauté, absolument. Mais quand on regarde finalement la manière dont tout ceci a été orchestré, on se rend compte que c'était très loin d'être une décision donc, de la communauté, en l'occurrence de la CEDEAO. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'il faut que le Sénégal, dans le cadre de sa propre politique étrangère, définisse donc, la stratégie du non-alignement, mais qu'elle fasse en sorte que cela soit une réalité au sein de l'UEMOA, mais également au sein de la CEDEAO. C'est à partir de ce moment que nous allons pouvoir non seulement avoir une géopolitique, une stratégie géopolitique à l'aune non seulement de notre pays, mais nous allons également pouvoir l'avoir à l'aune donc de ces deux espaces qui sont des espaces dont on a besoin justement pour mener à bien un certain nombre donc, de choix sur le plan stratégique. Absolument. Votre projet politique, donc Alassane Niang, porte sur une vision et des référentiels, dites-vous. Vous avez parlé de 20 points. Est-ce que vous pouvez nous les citer pêle-mêle comme ça? Alors, je suis très content de vous voir citer donc, le référentiel des valeurs. C'est un élément extrêmement important sur lequel nous avons travaillé, puisque notre engagement politique donc, a été organisé autour de 3 piliers. Donc le premier pilier est le référentiel des valeurs, qui est le document fondamental, qui reprend la vision donc, du projet sociétal de Djita Louaref, le Devant un mouvement. Et c'est à partir maintenant de ce référentiel des valeurs que nous avons conçu le projet sociétal. Le type de projet dont on a besoin justement pour placer l'humain au centre de l'action publique, mais pour répondre aux aspirations du peuple sénégalais. Et ce n'est qu'à partir maintenant de cette vision incarnée par le projet sociétal que nous avons défini un programme politique, qui est l'outil fonctionnel et opérationnel donc, de cette vision. Alors, il y a plusieurs points. J'ai parlé tout à l'heure des réformes institutionnelles qui sont importantes et nécessaires pour ce pays. J'ai parlé également donc, des réformes économiques. Monsieur Diop, vous allez vous rendre compte que nous sommes dans un pays qui fonctionne sans modèle économique ni politique économique. Nous avons un référentiel. Oui, le PSE est le référentiel. Oui, le PSE est un référentiel de politique publique, mais ce n'est pas un modèle économique. Et encore moins, ce n'est pas une politique économique. Ce vers quoi nous avons réfléchi, c'est de fonder un modèle économique qui nous permette de projeter le budget du Sénégal à des montants extrêmement élevés
Parce que nous avons réfléchi à une meilleure politique budgétaire avec donc les cibles que cela implique. Nous avons réfléchi à une politique économique avec donc les outils donc qui sous-tendent donc cette politique, notamment à travers donc la gestion des finances publiques dans le cadre donc des différents principes que ce soit de légalité, d'annualité, etc. Donc c'est à l'aune de ces différents éléments que nous avons maintenant réfléchi sur le type de politique sociale que nous devons mener, sur les choix, notamment par exemple sur le plan industriel. Oui. Comment bâtir par exemple aujourd'hui, ça c'est également un élément extrêmement important pour nous, comment fonder le progrès économique et social du Sénégal à partir de la transformation. À partir, je ne parle pas d'une industrialisation telle qu'on on le voit au Sénégal, mais d'une véritable industrialisation, d'une véritable politique, exactement, d'une véritable politique industrielle que nous allons mener dans le cadre d'une véritable segmentation. Faire en sorte également que les deux paramètres qui fondent le substrat, par exemple, d'une bonne politique industrielle, que ce soit, par exemple, l'industrialisation par substitut d'importation ou l'industrialisation par promotion d'exportation, le faire dans le cadre d'une véritable segmentation. Faire en sorte que le Sénégal soit le pays en matière, par exemple, de tel ou tel segment qui auront été définis en amont, que le Sénégal soit la référence dans le monde. Qu'on dise, par exemple, au lieu de se concentrer, par exemple, sur une industrialisation à tout va, mais le faire dans le cadre d'un segment. Vous prenez, par exemple, un téléphone portable. Vous avez dans le cadre du schéma global toute une série de pièces, toute une série de segments. Réfléchir par exemple aux segments sur lesquels le Sénégal peut se spécialiser, de manière à ce que, à chaque fois qu'il sera question par exemple de fabriquer l'outil, exactement, c'est le Sénégal qui va être mis en avant, parce que justement en matière d'expertise, d'outils et de techniques, c'est le Sénégal qui en dispose. Donc réfléchir vraiment à cette stratégie d'industrialisation permettant vraiment de redonner de l'espoir au peuple sénégalais, à la jeunesse qui est aujourd'hui dans une situation vraiment de désespérance. Et cela donc se traduit par tous les drames que nous voyons, que ce soit vers les routes du Nicaragua ou bien donc dans le désert, donc en Afrique du Nord. Donc voilà autant de points sur lesquels nous avons réfléchi. D'autres points, notamment liés c'est un beau discours, comme on dit, et ce n'est pas un beau discours. Et c'est là où j'en viens à cette dernière question. Comment comptez-vous financer votre politique? Alors, justement, quand vous réussissez à mettre en place un modèle économique, c'est ce modèle qui vous permet de réfléchir à la manière dont vous allez traduire donc les finances publiques dans le cadre des recettes. Réfléchir par exemple sur une politique publique qui vous donne des orientations. Prenez par exemple l'orientation qui est donnée de façon générale à nos ressources, c'est de les exporter donc dans leur version brute, etc. Et donc en fait, on n'a pas cette recherche de plus-value. L'idée pour nous, c'est non seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de consacrer la transformation comme étant le fondement donc de l'action économique de notre pays, mais réfléchir aussi à d'autres modalités. On n'a pas parlé par exemple donc, de la politique monétaire donc de ce pays. Important, il faut qu'on revienne à une politique monétaire dans le cadre de la CEDEAO avec donc cet écho qui avait été projeté. Absolument. Réfléchir est très important au rôle des banques, que ce soit la banque centrale mais également des banques commerciales dans l'économie. Réfléchir à comment créer par exemple des champions au niveau national. Faire en sorte que le partenariat public-privé ne devienne le véritable socle. Oui, absolument. Donc autant de points sur lesquels on a réfléchi. Et un dernier élément qui est en train de miner, je dirais, donc les économies donc, de nos pays. Le Sénégal donc n'y échappe pas. C'est le chantier de la conformité. Nous avons aujourd'hui un véritable problème donc dans l'espace UEMOA qui est la conformité. La conformité aujourd'hui, en fait, elle constitue un frein. Elle constitue un frein, je dirais, à la libération de l'énergie financière de ce pays. Donc voilà également un élément sur lequel on a réfléchi. Et donc tous ces éléments devraient permettre donc, de financer donc, les politiques économiques et sociales sur lesquelles donc, nous avons réfléchi dans le cadre du projet sociétal. Les partenariats publics-privés, c'est vraiment des modèles effectivement, pour se développer en Afrique notamment. Alassane Niang, merci beaucoup. Merci à vous, M. Diop, de m'avoir invité. Donc nous espérons, j'aurais dû commencer par là, souhaiter donc à nos collègues, toute la communauté, nos frères et sœurs, absolument, donc de joyeuses fêtes. Donc quand on voit la ferveur qu'il y a autour de Dakar, mais également du Sénégal, autour de cette fête, cela montre finalement le vivre ensemble, qui est un modèle qu'il faut que le Sénégal chérisse, un modèle à exporter. Donc nous souhaitons également, et nous l'espérons de tout cœur,
que la période électorale vers laquelle nous allons nous acheminer soit la plus transparente et la plus pacifiée possible. Parce que la démocratie, les élections ne constituent qu'une étape de la démocratie. Absolument. Donc nous souhaitons que tout ceci se fasse à la faveur du Sénégal et des Sénégalais. Et donc c'est voilà ce que nous appelons de nos voeux. Merci beaucoup et on rappelle que vous avez déposé votre candidature puisque beaucoup sont attendus au tournant. On nous avait annoncé plus de 260 candidats. Pour l'instant, on est loin de ce chiffre-là. Vous avez déposé votre candidature, donc c'était pas du bluff. Ah non, non, non. Écoutez, je vous ai dit que nous avons commencé notre travail il y a 5 ans. Donc il y a une véritable réflexion. Nous avons voulu que l'engagement politique ne soit plus synonyme de jouissance, mais concevoir la politique de façon conceptuelle. On aura l'occasion de voilà. Donc ça c'est un élément très important. On aura à revenir. Et j'espère que nous allons donner au Sénégal et à la démocratie sénégalaise donc cette approche conceptuelle qui permette de placer les idées au centre des débats. Et d'ailleurs, si vous me permettez, j'en appelle aux journalistes d'aider la classe politique à mettre plus en avant les aspects conceptuels de la politique, non plus sur des questions de personnes. Absolument. Et donc voilà, c'est ce que nous voulons et c'est ça. On aura l'occasion de vous pouvoir faire des recevoir choix, absolument et de revenir sur les questions économiques parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à dire, notamment le PSE n'est pas un projet économique. On peut vraiment poser... Non, je dis que ce n'est pas un modèle économique. Ce n'est pas un modèle économique, mais c'est un projet économique quand même. Non, de développement. Oui, non. Alors, vous avez 3 piliers qui fondent le PSE. Oui. On va en arriver rapidement. Allez-y. Vous avez le capital humain, qui devrait normalement être le soubassement. Vous avez également le développement des infrastructures. Et vous avez la politique touristique. En 2 mots, donc le candidat de la continuité a tort de reprendre ce modèle. Mais il a plus... Et d'ailleurs, nous sommes très contents qu'il prenne ce modèle comme continuité. Parce que cela montrera aux Sénégalais qu'en réalité, ils ont tout faux. Parce qu'il sera plus facile de le battre. Absolument. Merci beaucoup. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs. Joyeux Noël. Excellente suite des programmes sur la TFM. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.